Bonjour et bienvenue sur Télé Sud, voici les 3 titres à la une de l'actualité. C'est une sécheresse historique que connaît la Corne de l'Afrique depuis 40 ans. Un cri d'alerte lancé jeudi dans un rapport publié par le World Weather Attribution qui explique que la situation est liée au réchauffement climatique. En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction de l'usine de liquéfaction du gaz naturel du Congo. Ce pas décisif vers la transition énergétique est un nouveau projet de développement incarné par la société italienne pétrolière Eni. Et en fin d'édition, nous irons à la découverte d'un musée géant au Mozambique. Le célèbre faubourg de Maputo est considéré comme le berceau de la culture mozambicaine de l'après-indépendance. Avec ses ruelles bordées de maisonnettes au toit de tôle, le quartier figure dans les guides de tourisme. La Corne de l'Afrique subit le pire épisode de sécheresse jamais enregistré depuis 40 ans. Une sécheresse historique liée au réchauffement climatique qui a fortement influencé la hausse des températures dans la région et conduit à un assèchement record des sols et des plantes, selon un rapport publié jeudi par le World Weather Attribution. Mathieu Nicolas. L'Éthiopie, l'Érythrée, la Somalie ou encore le Kenya, tous subissent leur pire sécheresse depuis 40 ans. Dans cette région de la Corne de l'Afrique, cet épisode climatique désastreux est le résultat d'un manque de pluie et de forte chaleur causé par les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce que démontre le rapport d'une étude scientifique du World Weather Attribution. Le changement climatique causé par les activités humaines a rendu la sécheresse agricole dans la Corne de l'Afrique environ 100 fois plus probable qu'autrefois. Perte de récolte et de bétail, mauvaises conditions de pâturage, diminution de la disponibilité des eaux de surface, cette sécheresse inouïe entraîne des conséquences dramatiques et parfois même des conflits humains. Au moins 180 000 réfugiés de Somalie et du Soudan du Sud ont fui les régions frappées par la sécheresse. Le mois dernier, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'était rendu dans un camp de réfugiés en Somalie et avait constaté la situation dramatique causée par la sécheresse et l'insécurité dans la région. Ce qui est dramatique, c'est 5 années consécutives de sécheresse. Les gens que j'ai rencontrés ont perdu leur bétail, leurs biens, ils ont tout perdu. Ainsi, cette combinaison de terrorisme et de sécheresse, causée en grande partie par le réchauffement climatique, crée une tempête parfaite pour le peuple somalien et nécessite un soutien massif. Ces 5 dernières années, les saisons des pluies déficitaires ont provoqué la mort de millions de têtes de bétail et détruit les récoltes. Selon l'ONU, 22 millions de personnes sont menacées par la faim en Éthiopie, au Kenya et en Somalie. Le rapport du World Weather Attribution indique que la situation ne peut durer. Le besoin d'investir dans des stratégies d'adaptation dans ces pays de la Corne de l'Afrique n'a jamais été aussi d'actualité. 72% des hôpitaux dans les zones de combat sont désormais hors de service, selon les syndicats des médecins soudanais. Une situation humanitaire que déplore l'ONU qui dénonce les attaques contre les civils par les belligérants. Cela fait 11 jours maintenant que les combats ont commencé au Soudan et que les camps des 2 généraux s'affrontent à coups de bombardements interposés et de combats de rue à l'arme lourde. Au milieu, la population civile. D'après les derniers décomptes de l'ONU, plus de 460 personnes ont été tuées et au moins 4000 ont été blessées. Je vous propose d'écouter Volker Perthes, le représentant spécial du secrétaire général pour le Soudan. Les 2 parties belligérantes se sont battues au mépris des lois et des normes de la guerre, attaquant des zones densément peuplées, sans égard pour les civils, les hôpitaux ou même les véhicules transférant les blessés et les malades. Les 2 dirigeants n'ont pas été en mesure de s'engager pleinement dans un cessez-le-feu complet ou d'en mettre en œuvre un. Les 2 généraux continuent d'échanger des accusations et d'émettre des revendications concurrentes de contrôle sur des installations clés. Il n'y a pas encore de signe, sans équivoque, que l'un ou l'autre soit prêt à négocier sérieusement, suggérant que les 2 pensent qu'il est possible d'assurer une victoire militaire sur l'autre. C'est une erreur de calcul.
Et au Soudan, toujours la trêve de 72 heures obtenue entre les deux camps touchera bientôt à sa fin. Plusieurs pays du monde aspirent à jouer un rôle de médiateur dans ce conflit. C'est le cas d'Israël ou de Djibouti qui espèrent réconcilier les belligérants. Je vous propose d'écouter à ce propos Alexis Mohamed, le conseiller du président de la République de Djibouti. Il était notre invité hier soir. Je pense que le pays de la région prendra également leurs responsabilités pour jouer le rôle de médiation. Djibouti sera également en tête, bien évidemment, de cela, puisque, comme vous le savez très certainement, le président de la République avait entrepris déjà aussitôt le conflit éclaté, l'organisation d'un sommet extraordinaire par visioconférence entre les différents chefs d'État de pays de l'IGAD. Je pense que Djibouti continuera à jouer son rôle. C'est également à la communauté internationale de prendre ses responsabilités et je pense que c'est ce qu'elle est en train de faire, puisque dans un premier temps, il s'agit d'abord de faire cesser le feu de manière à pouvoir enclencher ensuite un dialogue entre les deux belligérants. Je pense que Djibouti, comme la communauté internationale, ne feront pas du tout l'économie, en tout cas de l'effort, pour que la paix puisse revenir, en tout cas au Soudan et dans la région. Direction à présent le Tchad, où un projet de loi électorale spécifique relative à l'organisation du référendum constitutionnel a été adopté lundi lors d'un conseil des ministres extraordinaire. On y apprend également l'organisation et la supervision de ce scrutin prévu le 19 novembre prochain, 2023. Ce projet de loi permettra ainsi à la commission chargée de l'organisation du référendum constitutionnel de conduire le processus de référendum. La tâche est initialement attribuée à la Commission nationale électorale indépendante, notamment le recensement des électeurs. Après Oyo, dans le département de la Cuvette, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a procédé à la pose de la première pierre des travaux de construction de l'usine de liquéfaction du gaz naturel du Congo, dans le département de Pointe-Noire. Ce pas décisif vers la transition énergétique au Congo est un nouveau projet de développement incarné par la société pétrolière Deni, qui exploitera les réserves de gaz du Congo. Reportage de notre correspondant Louis-Marcel Satou. Le coup d'envoi des travaux de construction de cette usine s'inscrit dans la mise en œuvre du projet Congo Gaz Naturel liquéfié. Après cette première unité, la réalisation d'une seconde est prévue à l'horizon 2025 avec des volumes d'exportation de gaz naturel liquéfié encore plus importants, ce qui permettra au Congo de réaliser l'objectif de zéro torchage de gaz de routine. Le projet Congo GNL aura une capacité globale de liquéfaction de 3 millions de tonnes par an, soit 4,5 milliards de mètres cubes par an. Le contenu local est au cœur du projet. Le projet Congo GNL permettra l'utilisation au Congo des technologies les plus avancées pour la production de GNL, la formation des jeunes ingénieurs congolais et le développement d'entreprises locales. Le projet générera un impact positif important pour le pays ainsi que la création de nouveaux emplois et opportunités pour les entreprises locales. Congo GNL envisage d'être le premier projet exportateur de gaz naturel liquéfié du Congo et devrait ainsi fournir des ressources gazières supplémentaires au marché mondial, autant qu'il devra contribuer à répondre aux besoins énergétiques domestiques dans cette transition énergétique. La production de gaz naturel liquéfié dans notre pays nous permettra également de répondre plus efficacement et de façon accélérée à nos besoins intérieurs en énergie grâce à la conversion du gaz en électricité au bénéfice de nos industries minières, forestières, ainsi que la diffusion plus large du gaz domestique pour nos populations. Le projet verra l'installation de 2 usines flottantes de liquéfaction de gaz naturel sur les champs de Néné et Litienzili, déjà en production, et sur les champs encore à développer. Il est temps d'atteindre zéro palu, investir, innover, implémenter. C'était le thème retenu pour la journée mondiale de lutte contre le paludisme célébrée mardi. Après le Kenya, le Mali et le Ghana, le Cameroun sera le 4e pays à tester un nouveau vaccin expérimental contre la maladie début 2024. Reportage de nos correspondants Chimène Baleba, Pierre Parfait-Ndongo et Cyril Guijoy. Le paludisme tue toujours des milliers de personnes au Cameroun. Cependant, on note une régression progressive du nombre de contaminations et de décès. En 2022, plus de 3 300 000 malades ont été répertoriés dans les hôpitaux.
Le taux de mortalité est de 9,9% en 2022 contre 13,5% en 2021. Il y a le traitement préventif intermittent chez la femme enceinte, pendant qu'elle est enceinte, pour la protéger, elle et son futur bébé, pour qu'elle passe le cap de la grossesse sans problème de paludisme. Et là aussi, on a des soucis parce que ces femmes ne viennent pas tôt en consultation prénatale et quand elles viennent, elles ne vont pas jusqu'au bout de ces traitements. Seulement un peu plus de 50% arrivent à prendre la 3e dose de ce traitement et donc leur grossesse ne peut pas être protégée de manière optimale. Le pays a mis en place un plan stratégique national de lutte contre le paludisme 2019-2023. Une 4e campagne nationale de distribution en masse de plus de 16 millions de moustiquaires imprégnés est en cours. Le Cameroun sera ainsi le 4e pays en Afrique à tester un nouveau vaccin expérimental. La couverture santé universelle dans cette phase 1 va permettre aux enfants de 0 à 5 ans de faire une consultation gratuite sur l'ensemble du territoire. Les enfants de 0 à 5 ans restent les plus touchés par le paludisme. Ils représentent 71% des décès et bénéficient d'une prise en charge gratuite. L'un des freins à cette lutte, c'est la faiblesse des financements. Des organismes nationaux et internationaux comme Impact Santé Afrique mobilisent des jeunes et des femmes. Le rôle de Impact Santé Afrique, c'est de mobiliser les différents leaders et les personnalités qui prennent des décisions pour qu'on puisse agir ensemble pour accélérer l'élimination du paludisme. Ce fléau endeuille sans répit les populations africaines. L'Afrique totalise à elle seule 96% du nombre de décès liés au paludisme à travers le monde. Et au Cameroun, toujours les préparatifs de la 137e édition de la Fête internationale du travail vont bon train au ministère des Finances publiques. Les activités relatives ont été lancées mardi à Yaoundé par une campagne de dépistage de certaines maladies telles que le diabète, le VIH, SIDA, l'hypertension artérielle et les hépatites. Gaël Jakam, Tarparfil Ndongo et Singhi Joy. Le train de la Fête internationale du travail édition 2023 a officiellement quitté la gare ce mardi au ministère des Finances. À son bord, le personnel des directions générales du budget, des impôts et des douanes de ce département ministériel qui, pour cette 137e édition, ont mis l'accent sur leur santé. Ce pan de la prise en charge du personnel du ministère des Finances en termes de santé est un élément très essentiel et qui tient particulièrement au ministre. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, chaque année, il permet que son personnel puisse bénéficier gratuitement des soins de tout genre, afin qu'on ait un meilleur rendement. Par les soins d'une équipe médicale hautement qualifiée, les patients sont dépistés au diabète, au VIH-Sida, à l'hypertension artérielle, à l'hypercholestérolémie et aux hépatites virales B et C. Les hépatites virales en général restent dormantes pendant de nombreuses années, d'où l'importance du dépistage. Il y a des patients qui restent une dizaine d'années, une quinzaine d'années avec des hépatites virales sans avoir de manifestations. C'est pourquoi le dépistage est très important. Maintenant, lorsque la maladie est active chez un patient, on peut avoir des asthénies, le manque d'appétit, les muqueuses, c'est-à-dire la paume des mains, les plantes des pieds qui vont devenir jaunes. On va voir la coloration des yeux qui va devenir jaune. Tout commence ici par la prise des paramètres, notamment le poids, la glycémie et la tension, avant de se diriger vers les spécialistes pour un bilan de santé. Un exercice de routine auquel ils s'y prêtent avec beaucoup d'enthousiasme et de confiance. C'est une activité que je pratique presque chaque mois. Je suis calme, je suis déjà préparée à tout. Au cas où c'est positif, je crois qu'ils ont pris des dispositions. C'est mieux de savoir si on est en santé ou bien on est malade, c'est mieux qu'on le sache. Donc c'est la raison pour laquelle je suis venu. Je suis sereine, hein. Je n'ai pas d'inquiétude de toute façon. C'est juste une précaution. Au bout d'une vingtaine de minutes, les résultats sont disponibles et communiqués aux patients. En cas de positivité, le malade est immédiatement mis sous traitement, mais au cas contraire, il est simplement appelé à recevoir son vaccin contre l'hépatite B. Il est important de se faire vacciner parce que déjà l'hépatite, c'est une maladie qui se contamine très facilement, qui se répand très rapidement aussi. Quand vous êtes vacciné, vous avez 80% de chances de ne pas attraper la maladie. Nous conseillons 3 doses
Et après, une 4e dose comme dose booster. Et là, c'est à vie. La campagne de dépistage entamée au ministère des Finances s'achève demain mercredi. Avis donc aux retardataires, la santé n'ayant pas de prix, il faut en prendre soin chaque jour, car une personne en bonne santé est un malade qui s'ignore. Et tout de suite, le reste de l'actualité internationale réalisée par Noël Ndong, Ahmed Chignot et Ahmed Parizeau. En Afrique du Sud, la corruption coûte 55 millions de dollars par mois en moyenne à la compagnie publique d'électricité Eskom. C'est l'ex-PDG de la compagnie qui l'affirme. Interrogé par une commission parlementaire sur les comptes publics, André de Ruyter a confirmé ses déclarations sur le niveau de corruption au sein d'Eskom, rassemblé dans un document qu'il a soumis. Il a émis des doutes sur la volonté du gouvernement sud-africain de lutter contre cette corruption qualifiée d'endémique. Depuis des mois, les 60 millions de Sud-Africains sont privés de courant jusqu'à 12 heures par jour. La première puissance industrielle du continent est incapable de tirer suffisamment d'électricité des centrales vétustes et mal entretenues d'Eskom. Au Niger, des expulsions de migrants par l'Algérie voisine se poursuivent. D'après le projet Alarme Faune Sahara, près de 1500 personnes en 11 jours sont encore arrivées au poste frontière du point zéro d'Assamaka, dans le nord du Niger. Depuis des semaines, le centre de transit géré par l'Organisation internationale des migrations est débordé. Le Niger se trouve être la frontière de l'Union européenne. Reconnus comme de véritables gendarmes de l'Union européenne à travers leurs gardes-côtes, des pays tels que la Libye, le Maroc ou encore l'Algérie n'hésitent pas à refouler des migrants en application des injonctions de l'Union européenne. Conséquence, depuis le début de l'année 2023, les expulsions se sont accentuées. En France, la Direction générale de l'aviation civile a annoncé mercredi un trafic très perturbé pour la journée du 1er mai qui devrait marquer la plus forte mobilisation des contrôleurs aériens depuis le début des protestations contre la réforme des retraites. Lundi 1er mai, entre 25 et 33% des vols des plus grands aéroports français seront annulés. La DGAC a demandé aux compagnies aériennes de renoncer à un tiers de leur programme de vol à Paris-Orly et un quart à Roissy-Charles de Gaulle. Ces arrêts de travail à l'appel des syndicats mobilisés contre la réforme promulguée à la mi-avril impacteront également les aéroports régionaux. Cette mobilisation des contrôleurs aériens s'annonce comme l'une des plus fortes depuis le début de la contestation de l'impopulaire réforme des retraites. Au lendemain des 100 jours d'Elisabeth Borne au pouvoir, la Première ministre entend renouer le dialogue avec les organisations syndicales dès le début du mois de mai et transcrire fidèlement dans la loi tout accord entre syndicats et patronat, notamment sur l'emploi des seniors. Écoutez-la. Du coup, c'est des sujets dont je souhaite que les organisations syndicales et patronales puissent se réemparer. Mais quel calendrier ? Alors, dès que possible, moi je souhaiterais avant juin, par exemple, rencontrer les organisations syndicales. Vous savez qu'avec le président de la République, on a déjà vu les organisations patronales. On leur a dit que ce sont des sujets importants sur lesquels on souhaite qu'il puisse y avoir des négociations entre les organisations syndicales et patronales. Et dès qu'il y aura un accord, on le transcrira fidèlement dans la loi. Et arrêtons-nous un instant à Mayotte. Jeudi, le préfet de l'île, Thierry Suquet, a tenu une conférence de presse en direct de Longoni sur l'opération de lutte contre l'habitat insalubre avant le début des premières démolitions. Cela fait des mois que l'opération Wambuchu à Mayotte est planifiée par le ministre de l'Intérieur. Objectif, expulser des milliers de personnes en situation irrégulière et détruire des centaines d'habitats insalubres. Plus de 1800 policiers et gendarmes sont sur le terrain. Mais deux obstacles font barrière aux expulsions massives et à ces démolitions de bidonvilles, l'un diplomatique et l'autre judiciaire. Et avant de nous quitter, partons au Mozambique. Le célèbre faubourg de Maputo est considéré comme le berceau de la culture mozambicaine de l'après-indépendance. Avec ses ruelles bordées de maisonnettes au toit de tôle, le quartier figure désormais dans le guide de tourisme et se veut comme un musée vivant. Reportage. Une mer de tôle quadrillée de ruelles défoncées. Mafalala est le plus célèbre faubourg de Maputo,
C'est d'ici qu'est monté le souffle de la révolution contre l'occupant portugais dans les années 60. C'est ici que s'est forgée la culture mozambicaine de l'après-indépendance. Mafalala a vu naître le premier président du pays, Samora Machel, le grand poète lusophone, José Craveirinha, et la légende du football, Eusébio. Un lieu exceptionnel par son héritage et depuis toujours un lieu de passage et de métissage. Mais un demi-siècle bientôt après l'indépendance du Mozambique, le faubourg de Mafalala ne serait-il pas en train de perdre son âme? C'est ce que redoute ce rappeur qui a dédié un hymne à son quartier. Logo no primeiro disco recebemos muito love, a influência dessa Maeve é mesmo muito forte. La quarantaine passée, il se souvient avec nostalgie d'une époque où les plus jeunes rivalisaient ici de créativité. À cause de la pauvreté, ils ne pensent plus à faire de la musique. Ou s'ils commencent, ils vont rapidement abandonner parce qu'ils ont d'autres priorités. Autrefois, Mafalala était un lieu réputé de création musicale. Difficile en effet pour les artistes d'émerger dans un pays classé parmi les plus pauvres et inégalitaires au monde, où de nombreux habitants ne vivent que grâce à l'économie informelle. Pour sauvegarder donc un héritage culturel en danger, un musée a vu le jour en 2019 à Mafalala. Y sont exposées une guitare artisanale jouée par les premiers musiciens de Marabenta, le rythme national, ou un ballon de football en chiffon comme celui qu'utilisait Eusébio. Mais le plus important n'est pas là. Ce lieu se veut avant tout un centre culturel pour la jeunesse, pour que les enfants de Mafalala sachent d'où ils viennent et en soient fiers. Mafalala, en tant que quartier, est en fait comme un musée vivant. Et nous avons commencé à y organiser des visites à pied, en expliquant et en interprétant les divers héritages que nous avons à Mafalala, pour nous assurer que les gens sont au courant de l'importance de l'histoire et de la culture de leur quartier. Après des études à l'étranger, cet enfant de Mafalala est vite revenu arpenter les ruelles où il avait grandi. Et pour le musée qu'il a fondé, pas question d'imaginer autre chose qu'un toit de tôle, comme celle que ses parents n'ont jamais voulu changer chez eux, parce qu'elles font partie de leur histoire. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Sud.